Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre toutes ces disciplines. Alors, en tout cas, chez moi, elles sont complètement reliées, puisque les objets en volume que je fabrique toujours préalablement avant de faire un tableau, je les fabriquais en volume. Tous les objets qui figurent sur le tableau, tout est préfabriqué quelque part. Donc je fabrique, et quelquefois la fabrication de ces objets qui figureront au tableau, hein, j'insiste un peu parce que c'est une démarche un peu particulière. Enfin, c'est une démarche qui est particulière mais qui n'est pas rare, parce que je ne sais pas très bien en Chine comment ça se passe, mais en Occident, depuis au moins le XVIe siècle, quelques artistes ont procédé comme ça. Par exemple, il y a le Gréco, par exemple, qui fait ces personnages très étranges, très filiformes, qui fabriquait des petites figurines en cire qui lui permettaient de confectionner toutes ces grandes figures peintes. C'est peut-être une explication possible pour comprendre ces distorsions particulières qu'il y a dans l'œuvre du Gréco. Il y a plus récemment Claude Monet. Claude Monet qui lui alors réalise un jardin entier dédié à la peinture. C'est comme des pré-tableaux quelque part. Donc les exemples ne sont pas énormes, mais il y en a. Donc je ne suis pas seul à procéder de cette manière-là. Enfin, moi j'ai une œuvre qui n'est pas installée, parce qu'il y a des artistes qui font des œuvres qui sont identifiables immédiatement. Hein, et certains même le sont énormément. C'est presque des logos, pratiquement. Mais en ce qui me concerne, pas du tout. C'est une œuvre pas établie du tout, elle est mouvante. Et je crois ça tient en partie au fait que la méthode, enfin une des méthodes que j'emploie, qui consiste à fabriquer tous les objets qui vont être peints, m'entraîne quelquefois vers des histoires que je ne connais pas avant. Et c'est quelquefois la fabrication d'un objet, d'un accessoire, à une histoire qui se produit après. Alors moi, ça me convient très bien, ça, parce que je suis d'une nature peut-être un peu capricieuse, peut-être, donc j'échappe très vite. Je n'ai pas de constance, enfin, je n'ai pas de permanence dans mon approche, donc je me laisse porter un peu vers ce que me racontent ces objets, et puis je suis un peu le premier spectateur d'une histoire que je me fais à moi-même. Les Occidentaux ont rencontré l'art de Chine au XVIIe siècle, qui existait depuis bien avant, mais enfin, la Chine a immédiatement intéressé les Occidentaux. Et le XVIIIe siècle, effectivement, vous avez raison de signaler que quelques petits objets qui traînent par-ci, par-là, évoquent de manière un peu fantaisiste, je pense, la Chine. Et donc moi j'ai rencontré la Chine, je dirais très tôt, avant même que je m'en serve. Voilà, j'ai perçu qu'il y avait là une espèce de gisement. J'ai eu le sentiment d'avoir eu affaire à une immense histoire. Les artistes saisissent ce qui leur semble utile. On prend des choses et puis on les intègre dans notre histoire, et l'histoire devient une autre histoire. Voilà, c'est comme ça que les cultures se rencontrent. Et les artistes sont utiles pour ça. Hein. Ils prennent des choses parfois incongrues, des choses étranges, des choses qui ne semblent pas essentielles. Mais donc moi j'ai utilisé beaucoup ça. J'ai utilisé ça, et notamment une chose qui me sert tout le temps, qui est une chose très permanente pour moi, c'est
l'organisation des vides et des pleins dans la peinture chinoise. En Chine et en Orient, me semble-t-il en général, l'organisation des vides et des pleins se fait très différemment. L'ensemble du tableau, en haut à droite du tableau ou en bas à gauche du tableau, est aussi important que le centre. Voilà. L'intérêt du tableau est dispersé sur l'ensemble de la surface du tableau. Et donc la quantité de vide, est beaucoup plus importante que la quantité de plein. En Occident, on parle d'espace positif et d'espace négatif. Voilà. Et l'espace négatif, en Occident, est peu utilisé, alors qu'en Chine, il a beaucoup d'effets. Et c'est un espace libre. C'est comme l'usage de l'obscurité, par exemple. La peinture du XVIIe siècle en Occident est très sombre. Et moi, j'ai un goût aussi pour l'obscurité. Et l'obscurité, c'est comme un espace vide. On ne voit rien, on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, on doit l'imaginer. Voilà. Le spectateur doit faire ce travail de remplacer, de remplir les vides, quelque part. Donc, l'obscurité, c'est remplit la même fonction, quelque part, que l'espace vide. Il est vide, mais c'est un silence assourdissant. Comme tout le monde, je crois que ce qu'on aime, c'est ce qui nous complète, plus que ce qui nous ressemble. Donc, je trouve par contre que l'art chinois s'autonomise. La Chine a maintenant des artistes qui sont authentiquement, véritablement chinois. C'est-à-dire qu'ils ne doivent absolument rien à personne. Ils ont une approche du monde, ils ont un regard sur le monde, ils ont une manière de comprendre le monde, de le traduire, qui leur est propre, qui est quelque part un peu inimitable. Et je pense que l'art chinois est assez vite identifiable maintenant. Mais l'art chinois a une manière qui lui est propre. On le voit très clairement maintenant. Moi, j'étais frappé d'une chose qui m'a beaucoup touché, c'est l'extrême application des Chinois sur la peinture. Et on est quelquefois désespéré de voir le peu de temps qu'un spectateur passe devant un tableau comme ça. Alors qu'en Chine, j'étais très surpris, je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de gens sont très surpris du soin, de l'application des Chinois à observer, à regarder la peinture. Ils regardent, et ils observent. Et ça, pour un peintre, c'est le premier des cadeaux. Alors moi, je crois qu'il y a quelque chose de très singulier chez les Chinois, chez les Français, chez les Allemands. Il y a toujours quelque chose de différent. Il ne s'agit pas de démontrer qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre. Il s'agit simplement de faire apparaître les différences. Et les différences doivent être entretenues. Et c'est parce qu'il y aura des différences qu'on continuera à s'intéresser aux autres. C'est pas quand tout le monde se ressemblera à tout le monde que ce sera plus la peine d'aller à Pékin, ce sera pas la peine de venir à Paris parce que vous verrez les mêmes choses partout. Donc c'est très important. C'est très important de communiquer sur le plan international en faisant très attention que les choses ne se confondent plus. Non, ce que je peux espérer, c'est que nos relations artistiques, il n'y a pas de raison qu'elles cessent. Je pense qu'elles sont parties. Elles ne cesseront plus, ça va continuer, on va échanger de plus en plus. Il y a juste j'espère qu'elles vont s'amplifier. Tant que l'échange enrichit les œuvres d'art, il faut les continuer, il faut les entretenir, il faut les nourrir, il faut en faire davantage. Donc, pour l'instant, on est dans une phase très positive. Donc, puis après, c'est l'intelligence des hommes, des hommes et des femmes, bien sûr, qui fera que tout ça va se bonifier.
C'est comme ça, ça devrait pouvoir se passer.